On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Ah, Luc, ça n'a pas pris de temps pour qu'on se relance dans la campagne électorale du côté des insultes, puis des attaques, puis j'ai le goût de dire des enfantillages, franchement, parce que les trucs sur lesquels on est déjà en train de s'attaquer, c'est un peu bébé, Luc. Avant qu'on passe aux attaques puis aux prétentions de communistes, puis de socialistes, puis de ci, puis de ça, c'est sur les foules, hein? Qui a la plus grosse? Je sais pas si t'as vu ça passer, qu'on s'est obstiné à savoir J.D. Vance, il y a juste une dizaine de personnes, puis Tim Walz, puis Kamala, des dizaines de milliers. J'ai vu Alex Jones, un complotiste, dire que c'est parce que les démocrates promettent des billets gratuits de Taylor Swift qu'il y a autant de monde. Ah, on est déjà en train de se battre dans la boîte dans le carré de sable, hein? Ah, écoute, puis Taylor Swift, en plus, a sorti un cliché un peu mystérieux sur lequel on peut voir, on pense en tout cas, l'ombre de Kamala Harris, là, où, pas tout à fait Kamala Harris, mais c'est probablement Kamala Harris. Donc, on est dans ce qui entoure toutes les campagnes électorales, mais disons qu'on est loin d'abord, on est loin du contenu, on est loin des solutions aux véritables problèmes. Puis, t'as raison, il y a un petit côté enfantin et puéril derrière ça. La taille des foules, ben c'est pas mal M. Trump qui a ouvert la porte à ça quand il s'est obstiné à dire « J'étais là les deux fois, là. J'étais là pour les deux investitures d'Obama, j'étais là pour l'investiture de Donald Trump. Il n'y a pas de point de comparaison là, entre les deux foules d'Obama et celle de Trump. Mais bien sûr, il y a ce monde alternatif dans lequel il vit. Donc, il a ouvert un peu la porte et c'est le genre de choses qu'il aime beaucoup. Parfois, on dit, on attend de voir le contenu. Que va-t-il promettre? Si on est contre le système dans sa forme actuelle, écoutez, proposez-moi autre chose. Je me disais, il y a une hargne légitime parfois contre le système ou une déception profonde. Moi, je veux pas juste qu'on me dise que le système est pourri ou qu'il est mauvais ou qu'on peut l'améliorer. C'est, dites-moi comment on va faire. Et j'attends toujours, après 8 ans de Donald Trump, et on revient parfois commenter comme ça la taille des foules. Il y a des foules partisanes, il y en a du côté des républicains. Puis dans les deux cas, on devine que c'est pas toujours spontané. On a rassemblé des troupes, puis qu'on a un scénario avant de commencer. Hein, on réagit d'ailleurs, c'est aussi vrai du côté de M. Trump que ça l'est du côté du duo Harris-Walz. Ce qui est drôle, c'est de voir que on connaît très bien les lignes d'attaque, on connaît très bien les slogans et que la foule réagit à chacun de ces slogans. On les attend, on joue nos best-of, nos plus grands succès, puis on commence à voir ceux des démocrates aussi. Mais bon, on n'est pas on est autour, mais on n'est pas dans le vif du sujet quand on déraille autour de ça. Voilà, et là, c'est Walz qui reçoit ses premières attaques. Hein. C'était inévitable, ça arrive dans toutes les campagnes. Et comme tu le dis, les grands succès, the greatest hits, ils reviennent. Communiste, extrême gauche, le service militaire. Résume-nous ça. Écoute, il y a des choses là-dedans qui sont... Je suis un peu étonné parce que Donald Trump, d'une certaine façon, on peut ne pas apprécier ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Il a un peu innové. On avait l'impression que le genre d'attaque, c'était quelque part du jamais vu. C'est un candidat qui est hors du commun, qui est hors norme, etc. Et s'il y a une chose qui m'a frappé dans les plus récentes attaques, on va voir si elle colle ou pas. On commente le nez collé sur la vitrine. Donc, j'ai hâte de voir, est-ce qu'on va vraiment penser ça de Walz au sein de plus larges pans que nos partisans dans l'électorat américain? Mais d'abord, l'attaque de communisme. Écoute, depuis le temps que j'enseigne et que je commente la politique américaine, quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai commencé à commenter dans les médias, c'était déjà vieux comme attaque, ça, les communistes. Est-ce que quelqu'un a l'impression, en écoutant Tim Walz, que ce gars-là est un communiste? Je veux dire, il y a un parcours assez particulier pour un communiste. Maintenant, écoute, il distribue de la nourriture à tous les enfants dans les écoles. C'est ce qu'il a signé comme projet. Est-ce que c'est ça, être communiste? On l'a attaqué comme woke aussi, bien entendu. Ça, c'est le nouvel épouvantail. Vous n'êtes pas d'accord? C'est quelque chose que les autres font pas. Vous êtes woke, forcément. Là, on en abuse beaucoup de l'étiquette. On l'a surnommé aussi Tampon Tim. Donc, Tim, le distributeur de tampons. Parce que dans les écoles, dans les toilettes pour les garçons,
on s'est dit, ben, il y a peut-être des trans qui vont fréquenter les toilettes. Donc, on va laisser des tampons à la disposition de ces gens-là. Et là, on en a fait aussi quelque chose de communiste. C'est quelqu'un, quand on regarde son bilan, mais encore là, peut-être que ça va coller. Ce que je te dis là repose sur essentiellement du vent, ou en tout cas, c'est une grossière exagération du bilan et des mesures de Tim Walz. Mais comme je te le dis souvent, on est plus dans les perceptions que dans le contenu. Pour l'essentiel, les attaques que j'ai vues, entendues, elles sont fausses ou elles sont de la désinformation partielle ou totale. Donc, mais est-ce que l'étiquette de communiste va tenir? Autre attaque, parce que c'est un des facteurs qui a fait qu'on a choisi Tim Walz. Le gars a servi tout près de 25 ans dans la garde nationale. Et là, on a dit, ah ah, il a menti 2 fois là-dedans, puis même, il a fait quelque chose d'épouvantable. Et quand on fait une vérification de fait, il y a à tout le moins minimalement une grossière exagération. On a choisi le Ben oui. passé militaire. On a choisi le passé militaire de Walz, entre autres pour faire contrepoids au passé militaire de J.D. Vance. Donc, ça joue encore aux États-Unis. Que Donald Trump ait tout fait pour éviter le Vietnam et qu'il se soit jamais approché d'un semblant de service militaire, ça, pour les républicains, c'est pas grave. Mais bon, mettons ça sur les épaules de Vance et de Walz, les candidats à la vice-présidence, les colistiers. Il semble que M. Walz ait menti sur le grade auquel il était parvenu. Lui a dit, et c'est ce que Kamala Harris a répété à Philadelphie, il est parvenu au plus haut sommet, donc dans la hiérarchie, pour quelqu'un qui est dans la garde nationale, pour un civil qui décide de faire son service militaire. Euh, il avait été démis de ce titre à la toute fin. Il y a 9 grades dans la garde, et lui avait atteint le 9e, puis quand il quitte, on va le rétrograder au 8e. Écoute, est-ce que c'est vraiment hyper grave? Il a Ah, c'est vraiment jouer porté ces le mots, là. titre. Ben voilà. Tout comme le fait qu'il ait parlé d'avoir porté des armes en guerre. Il a été déployé en Italie. Il n'est jamais allé dans un conflit utiliser son arme. Mais il est quand même parti avec son arme. Et c'est ce qu'il avait dit, parce que c'est une vieille ligne d'attaque, ça. On l'avait fait dans sa campagne pour être gouverneur. Donc, ce qu'il a fait, c'est porter son arme en pensant qu'il pouvait être déployé, mais il s'en est jamais servi sur un terrain pendant un combat. On travaille fort pour dénaturer des propos. Et ça m'a rappelé quand je dis que je suis un peu étonné parce que il n'y a pas d'innovation là-dedans. L'étiquette de communiste, c'est ce qu'il y a de plus vieux aux États-Unis. Puis on a tenté d'ailleurs de faire passer Tim Walz pour Bernie Sanders. Faut pas remonter très loin pour voir des différences entre Bernie Sanders et Tim Walz. Et l'autre chose, ça m'a rappelé une des lignes d'attaque qui avait été efficace à l'époque contre John Kerry en 2004. Et quand je te dis ça me fait penser, c'est parce que le personnage qui est associé aux attaques contre Tim Walz s'appelle Chris LaCivita. Et M. LaCivita, c'est celui qui avait mené cette charge en 2004 contre John Kerry. Donc, Kerry qui est un vétéran du Vietnam, Kerry qui avait servi avec ses compagnons et qui ensuite avait eu le courage de venir témoigner dans une commission au Congrès pour s'exprimer sur le sort qui était réservé aux soldats qui allaient combattre au Vietnam. Et ça avait ébranlé les autorités. C'est là où il est devenu une figure publique, puis ensuite une figure politique. Mais on avait tenté de discréditer ce bagage de John Kerry, comme on le fait avec Tim Walz présentement. Mais c'est ça qui est étonnant, je le répète, mais c'est du déjà vu. On se dirait entre nous, du vieux stock, c'est du vieux matériel qu'on essaie de remettre de l'avant. Et bien sûr que Tim Walz, on va lui préparer des scénarios, bien sûr qu'on va étudier ses lignes avec lui, hein, ce qu'on va mettre de l'avant. Mais je serais très curieux de voir, est-ce que l'homme qu'on a vu là, dans les derniers jours, dont on parle depuis 2 semaines, quelqu'un aux États-Unis avec un minimum d'informations va considérer que c'est un lâche, que c'est un pleutre et que c'est quelqu'un qui est un communiste. Donc, Ouais. écoute, j'enseigne l'histoire du communisme. Là. On est quand même plutôt loin avec témoins de cette réalité-là. Mais on verra. Peut-être que ça va coller. Je pense pas que, je répète souvent ça, hein, je pense pas que c'est comme ça qu'on va convaincre les indépendants, les indécis et qu'on va ramener au bercail des républicains qui en ont assez de tout ça, des campagnes de peur et de mensonges. Parce que c'est ce qu'on fait actuellement. Là. C'est des faits. Là. Il y a des vérificateurs de faits. Il en pleut. Ce qu'on vend du côté républicain, c'est la peur et c'est la désinformation. Donc, on va voir. Mais je pense pas que c'est comme ça qu'on gagne ce qui nous manque
pour s'assurer du côté de Donald Trump de retourner à la Maison-Blanche. Écoute, je voudrais pas qu'on passe cette journée sans parler de ce qui s'est passé en 1974, là, donc il y a 50 ans aujourd'hui, l'anniversaire de la seule démission de l'histoire présidentielle américaine, Richard Nixon. Donc, un 8 août 1974, après avoir été informé par les gens, les républicains du Congrès, essayons d'imaginer ça depuis 8 ans, non. Les républicains du Congrès qui vont rencontrer Richard Nixon, on a entendu des extraits enregistrés des conversations du président, on a entendu ce qu'on appelle le smoking gun. Hein, finalement, Ouais. c'est l'arme fumante, l'arme du crime. On pense être très, très, très proche de pouvoir le coincer. Il manque un bout d'enregistrement que malencontreusement la secrétaire de Nixon a effacé. C'est plate, hein? De toutes les erreurs qu'elle pouvait commettre. C'est ce bout-là qu'elle a effacé, celui qu'on attendait sur les bandes d'enregistrement, donc les fameux Watergate tapes. Et Nixon, plutôt que de subir une procédure de destitution, on allait enclencher cette procédure au Congrès. Donald Trump a survécu à 2 de ces procédures, mais plutôt que d'être accusé, Nixon va choisir de quitter. Et c'est important parce que c'est le seul président américain à l'avoir fait. Mais comme historien, j'ai envie de te dire, ce qu'a fait Lyndon Johnson et ce qu'a fait Nixon, Johnson, c'est en 1968, quand on apprend finalement, ou qu'on a de plus en plus de preuves qu'il a menti sur le Vietnam, et Nixon qui démissionne dans la honte, ce qu'on considère aujourd'hui être la crise de confiance à l'endroit de la classe politique, à l'endroit des présidents, des dirigeants. En histoire américaine, pour moi, c'est le début de ce cycle dans lequel on est encore. Et parfois, avec raison. Je fais partie de ceux qui, peu importe le régime qu'on va étudier, je me spécialise en politique américaine, les politiciens paient le prix parfois de conneries ou de demi-vérités ou de déformations. Et ça, c'est pas que le propre des républicains actuels là, qui font fort pour aller toujours plus bas dans ce domaine-là. Mais c'est là, moi, que j'identifie comme historien le début de la crise de confiance. C'est à partir de là qu'on se range moins derrière nos présidents. Et pour un Ronald Reagan qu'on va beaucoup aimer, pour un Barack Obama qu'on va beaucoup aimer quand on regarde les cotes d'approbation là, au moment où ils quittent ou au plus fort de leur présidence, pour des gens qui sont venus chercher notre confiance, il y en a combien de qui on doute? Et ces deux hommes-là, Johnson à sa manière sur le Vietnam et Nixon dans cette écoute électronique de ses adversaires, ils ont contribué très fort à mettre ça en place et à lancer ça, malheureusement. Et dans le cas de Nixon, dernière chose, faut se rappeler aussi, si on est un Américain, que je sois républicain ou démocrate, ce gars-là ne va jamais être confronté à la justice. Quand Gerald Ford entre, Gerald Ford n'a jamais, son nom n'est jamais apparu sur un ticket présidentiel à ce moment-là. Il est devenu vice-président parce que le vice-président précédent est sorti du jeu en raison de trafic d'influence, de corruption. Ensuite, Nixon part dans la honte et lui devient donc président américain alors qu'on n'a jamais voté pour ce gars-là. Et la grande décision qu'il prend, c'est d'accorder une grâce présidentielle à Richard Nixon. Donc, aujourd'hui, on dit qu'il a peut-être bien fait parce qu'il aurait déchiré la société américaine s'il ne lui avait pas accordé ce pardon. Reste que si je suis un citoyen, peu importe de quel parti, qu'est-ce que j'ai l'impression de m'en être fait passer une vite? Le gars démissionne alors qu'on s'approche d'une destitution puis qu'on l'aurait démis de ses fonctions. Les républicains le lui ont dit. Et à ce moment-là, décide de partir de lui-même, ce qui est en soi une noblesse. Là. Ouais. Puis j'ai envie de dire, Luc, c'est une... tu sais, partir comme ça par soi-même, quand on réalise, là qu'on est cuit, oui, mais partir quand même, je veux dire, quand on dit que c'est impensable aujourd'hui, c'est qu'on a vu je veux dire, M. Trump est accusé de toutes sortes de choses qui sont, ma foi, des fois pires même que ce que Nixon faisait. Et pourtant, il s'accroche coûte que coûte, puis on le voit, là, il y a déjà eu une espèce d'honneur à la fonction présidentielle. Hein, si on veut, Luc, une espèce de « OK, d'accord, je comprends, face à la pression de la nation, je m'en vais, je quitte ». Ça, on dirait qu'on verrait plus ça, là, à l'époque où on est rendu. Un exemple qu'on cite souvent entre guillemets, de décence élémentaire. Al Gore en 2000. Encore une fois,
gagne le vote populaire. Les démocrates le mettent pas de l'avant souvent, ça, mais ils gagnent le vote populaire presque toujours maintenant. Ce pays-là est pas un pays républicain profondément. Le collège électoral fait en sorte qu'il y a des régions où on retrouve des conservateurs et des républicains. Elles sont surreprésentées au Sénat puis au collège électoral. Mais donc, Al Gore gagne le vote populaire. Il y a un État, la Floride, qu'on a dans les médias accordé à Gore, ensuite à Bush, ensuite à Gore. Il y a une prise devant les tribunaux pour remettre ça en question. On n'a pas encore écoulé tous les recours juridiques, mais Al Gore finit par dire, en plus, la Floride était dirigée à l'époque par le frère du candidat qui va finir par l'emporter. Donc, c'est Jeb Bush qui était là et c'est son frère George Jr. qui va rentrer. Et Al Gore va finir par concéder cette victoire-là. Donc, on va dire, est-ce qu'il avait d'autres choix? Oui, il avait d'autres choix. Mais jusqu'où on allait porter ça? Et on oublie d'ailleurs que George W. Bush est entré à la Maison-Blanche. C'est une journée triste, la journée de la sermentation de Bush. On sent pas, il pleuvait cette journée-là. On sent pas de grands parties, de grandes fêtes. C'est un président qu'on considère faible parce que plein d'Américains considèrent qu'il a perdu. Et ensuite arrive le 11 septembre. Et Bush va se démarquer à partir du 11 septembre. Ouais. On va se serrer les coudes derrière le président, ce qui est normal. Mais donc, c'était tendu entre Gore et Bush. Il faut pas penser qu'on a inventé la polarisation ou la politique dure, puis même la politique sale. Mais Gore va au moins avoir ce geste de décence la plus élémentaire, de quitter plutôt que de déchirer le pays. On a l'impression que c'est devenu impossible, ça. Et Joe Biden disait hier, parce qu'on en parle beaucoup moins de M. Biden, hein, ces jours-ci, c'est correct, je pense qu'on est passé à autre chose, mais il a dit... Je suis pas sûr si Trump perd qu'il va reconnaître les résultats. Et ne serait-ce que ça, juste ça, avant même qu'on le condamne. Mais il l'a pas fait une fois. Hein? Voilà, qu'un président américain incite des gens à aller attaquer le Capitole et qu'il ait intenté 60 démarches judiciaires, dont plusieurs totalement absurdes, des causes qu'on n'a même pas entendues tellement elles étaient stupides dans leur fondement. Je veux dire, on n'imaginait pas ça avant l'arrivée de Trump sur la scène politique. C'est une des choses qui fait que quand on critique Trump, on critique pas des républicains ou des démocrates. Quoique là, les républicains suivent beaucoup Donald Trump. C'est qu'on est complètement ailleurs. C'était beaucoup plus facile avant d'établir des portraits objectifs de démocrates, républicains. N'étudions que la stratégie. Maintenant, c'est difficile de passer par-dessus autant de mensonges, puis par-dessus le discrédit que Donald Trump contribue à jeter sur les institutions américaines. Oui, c'est peut-être là le message à rappeler, parce qu'on en a souvent, là, presque toujours des commentaires d'auditeurs puis de gens, de spectateurs, Luc, qui nous écrivent « Vous êtes tellement démocrate, c'est dégueulasse, vous critiquez toujours Trump. » Oui, mais il y a un candidat qui ment, puis c'est observable et vérifiable très facilement. Écoute, il ment Alexandre, sans cesse. Comme enseignant, je donne des cours de méthode de recherche scientifique, je donne des cours d'histoire des États-Unis, bien sûr. Le jour où, comme prof, je vais me permettre d'oublier des mensonges et de la désinformation, je contribue pas à former des citoyens mieux éclairés et mieux outillés. Je vais pas commencer comme chroniqueur par crainte de me faire associer aux démocrates, de passer par-dessus tout ce qui n'a aucun sens. Et je répète, on peut préférer le monde alternatif de Donald Trump, mais c'est pas le monde dans lequel on vit. Donc, c'est un autre discours dans un univers parallèle. Préférez-le. Mais ça s'inscrit pas dans la réalité. Maintenant, on verra ce que ça donne. Visiblement, il y a près de 50% des Américains qui préfèrent quand même cette formule-là à un retour vers une administration démocrate. Mais on verra. On compare des pommes et des oranges dans ce temps-là. Ensuite, absolument, laquelle les Américains préfèrent, ben écoute, on se soumettra puis on va analyser. Et voilà. C'est tellement un bon rappel que tu viens de faire. Luc La Liberté, un gros merci. Salut, une bonne journée.